Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour accueillir François Garde. François Garde qui commence à devenir un habitué de la maison, mais c'est bien quand même si tu te présentes en deux mots, pour ceux qui ne te connaissent pas. En deux mots, alors, Enfin, en deux mots. que dire Eh bien, j'ai un vécu de haut fonctionnaire avec des expériences notamment en zone subantarctique et antarctique. Je me suis occupé d'affaires polaires dans ma vie professionnelle, mais j'ai aussi été directeur général de Val d'Isère, par exemple. Je n'ai pas fait que des postes, jamais à Paris, quasiment. Toujours par monts et par vaux, avec un fort tropisme pour l'outre-mer chaud et l'outre-mer froid. Mais en fait, moi, depuis tout petit, je sais que je suis romancier, mais même si mon premier roman, je l'ai publié que quand j'avais 50 ans passés, concours du premier roman, etc. Ah bah non, mais tu peux le dire doucement, ça, quand même, bravo. Prix concours du premier roman, c'est... Voilà. Hein Pour Ce qu'il advint du Sauvage Blanc en 2012. Voilà, ça a été mon entrée donc, dans l'écurie Gallimard pour toute une série de textes. Et puis j'ai fait des pas de côté avec Paul Senguerin, parce que sur des textes qui me semblaient plus destinés à ce type d'éditeur. Petite maison avec une forte identité. Le Gallimard est une grosse maison avec, on ne sait plus très bien ce qu'ils font, tellement ils font de choses. Et voilà, donc j'ai commencé, pour ce qui concerne Paul Senguerin, avec un recueil de nouvelles de montagne, Lénine à Chamonix. Finaliste du concours de la nouvelle, mais il n'y a pas de médaille d'argent ni de médaille de bronze, donc voilà. Et puis j'ai publié il y a 1 an et demi À perte de vue la mer gelée, donc une biographie imaginaire de Pythéas, le marin marseillais qui a découvert l'Islande 300 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a de la tempête, il y a de la banquise, il y a une rencontre avec Alexandre le Grand, enfin tout ce qu'il faut, c'est Hollywood. Mais bien renseigné quand même. Hein. Non, très... presque tout est imaginé parce qu'on a très peu d'informations. Donc, avec le très peu d'informations qu'on a, on peut tirer toute une série de fils et raconter la vie de quelqu'un sur lequel on ne sait pratiquement rien. Et le petit dernier, celui qui n'est pas encore sorti. Qui n'est pas encore sorti. Mais qui sort la semaine prochaine. Il sort le 19 janvier parce qu'on a choisi la semaine la plus froide de l'année, enfin en principe. Et donc ça nous paraissait pertinent de sortir le livre sur le froid quand il fait froid. Voilà. Et pour un livre qui s'appelle L'Empire du froid quand même. L'Empire du froid, qui est un recueil, alors c'est pas des nouvelles, ou pas que, c'est 99 textes qui parlent du froid de toutes les manières possibles. Je pense qu'il y en aurait peut-être d'autres, enfin 99 ça commence à faire beaucoup. Alors j'en ai pas mis 100 parce que 100 c'est un chiffre de perfection, 99 c'est pas tout à fait la perfection, donc voilà, ça m'a paru plus modeste de me limiter à 99 textes qui vont de... le plus court doit faire 2 lignes et le plus long 3 ou 4 pages. Oui, donc, en variant les styles, il y a des choses sérieuses, il y a des choses humoristiques, il y a un poème. Il y en a un que j'aime bien, je vais vous le lire juste comme ça pour vous mettre dans l'ambiance. C'est à la page, peu importe, c'est le texte numéro 32 qui s'appelle Exercice. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble, c'est celui-là. Vous voyez que je ne suis pas trop fatigué. Il y a juste entre parenthèses, sur cette page blanche comme neige, raconte le plus mémorable de tes souvenirs en lien avec le froid. Cet exercice ne sera pas noté. Donc là, vous avez le droit de renseigner le livre avec votre... Voilà. Sinon, pour tous les autres, c'est quand même moi qui ai fait le travail. Donc moi je pensais que c'était la page blanche qui illustrait le froid, qui voulait tout dire. Non, on peut le laisser blanc, mais l'idée c'est quand même plutôt que vous preniez votre plume et que une fois que vous achetez le livre, vous en faites bien entendu ce que vous voulez. Donc il y a des poèmes, il y a des méditations, il y a des souvenirs, il y a des petites nouvelles, voilà. Donc c'est quoi le froid en fait ? C'est ça la question que je me suis posée, parce que pour avoir écrit sur des zones froides, montagnes, pôles, pour promener du Groenland à Kerguelen ou d'Antarctique en Islande, le froid, je l'ai affronté. J'aime pas ça, franchement, non. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est que toi tu fais une espèce de, une variation sur le froid, alors que tu n'aimes pas le froid. Moi je trouve ça incroyable d'étudier un thème qu'on n'aime pas. J'assume mes contradictions, mais en même temps j'aurais fait l'Empire du chaud, je pense que c'était plus c'était hot, mais bon, oui. C'était plus restreint, bref, peu importe. Donc c'est le froid, mais ce qui est intéressant justement, c'est que ce soit un adversaire, puisque le froid,
je pense que personne n'aime le froid, c'est-à-dire je vois personne qui soit arrivé ici en short et en débardeur. Hein. Donc, pour traverser les rues de Chamonix, il fait quand même, ça gèle même pas. Tout le monde a mis 3 ou 4 épaisseurs de vêtements. C'est un aveu, mesdames et messieurs. Vous n'aimez pas le froid. Un aveu de faiblesse. Vous êtes capable de le supporter. Le vent froid, c'est agréable. Oui. Vous êtes, voilà. Tu vois, au mois d'août, tu nous dirais ça, on ne serait pas d'accord du tout avec toi. Quand même. Eh ben, au mois d'août, vous allez lire le livre et ça va vous rafraîchir. Donc, et on a du mal à parler du froid. Alors, moi, j'ai constaté ça en tant qu'écrivain, mais on le constate tous dans notre vie personnelle. Vous dites quoi? Vous dites, enfin, nous disons quoi? Nous disons, il fait froid. Il fait très froid. Il fait un froid de gueux, un froid de loup, il fait un froid sibérien. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. C'est compliqué de parler du froid. Et donc, c'est aussi ça qui m'a incité à dire, je veux dépasser, moi qui prétends utiliser les mots de manière pertinente, je veux dépasser cette impossibilité ou cette pauvreté du froid pour rentrer dedans et voir ce qu'il a dans le ventre. Si vous regardez chaud dans le dictionnaire, vous avez toute une série de synonymes. Il y en a 3 lignes. Si vous regardez froid, vous n'avez aucun synonyme, sauf pour le sens figuré, un regard froid, une personne froide, etc., qui traduit. Voilà. Mais le froid du thermomètre, il n'y a pas de synonyme, il fait froid. Et cette limitation du langage dit aussi quelque chose de notre rapport avec le froid. Alors, on peut le mesurer. Il y a un texte sur Celsius qu'on ne connaît pas très bien. On connaît juste l'initiale de son nom, le C. Il fait 14 degrés C, parce que ça pourrait être 90 degrés F, si on était chez Fahrenheit. Donc Celsius, personne ne sait qui c'est, donc j'ai un peu regardé. Il n'est resté de lui qu'une initiale. Alors Celsius, en plus, il avait inventé un système qui était de dire quand l'eau gèle, on est à 100 degrés, et quand l'eau bout, on est à 0 degré. Puis après sa mort, on a inversé le système, et on a blackboulé à peu près partout Fahrenheit, qui ne résiste grosso modo qu'aux États-Unis. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on sait mesurer le froid, et donc mesurer le froid, ça a été quelque chose sur lequel les scientifiques débattent depuis l'Antiquité, et donc avec Celsius, ou Fahrenheit si vous voulez, on a un instrument de mesure qui permet d'objectiver. On va pas dire il fait très froid, on va dire il fait -3. Bon, mais -3 ça veut rien dire. Est-ce que -6 c'est 2 fois plus froid que -froid est-ce que -6 c'est 2 fois plus froid que -3? Est-ce que -3 c'est l'inverse de +3? Non, les nombres ça nous initie au nombre négatif, mais voilà, c'est donc là aussi, même quand on croit le mesurer, le froid il s'échappe. Voilà, l'instrument de mesure est en fait un leurre, pas tout à fait, parce qu'il permet d'objectiver. Il permet de dire, chez moi, Passy, il fait +2, alors qu'ici, à Chamonix, il fait -3. Là, effectivement, on objective quelque chose. Mais le ressenti du froid, il est personnel, et voilà. Et en fait, je me suis demandé comment est-ce que le froid, on le rencontre. Et alors là, je peux vous dire que nous sommes tous dans la même situation, tous, quelle que soit notre culture, notre continent ou notre âge. Un beau matin, ou en soirée, nous avons quitté le ventre de notre mère, où nous étions bien au chaud, avec un truc autorégulé, où le fœtus ne pose pas de questions, il fait une température confortable du point de vue du fœtus, on s'en souvient. Et puis, voilà, tout d'un coup, après un truc assez violent, tout d'un coup, le bébé est dehors. Et dehors, ça caille. Même dans une maternité, et qu'est-ce qu'on fait? Quel est le premier geste qu'on fait sur un bébé qui vient de naître? On l'enveloppe, on le protège, on lui met des épaisseurs pour pas qu'il prenne froid. Et du coup, je me suis dit, finalement, dans beaucoup de civilisations, on valorise les sources chaudes, que ce soit le l'onsen japonais, enfin les sources chaudes, enfin les trucs très chauds, quoi. L'onsen japonais, le hammam, le sauna, enfin tous ces trucs, voilà. Parce que là, on retrouve, et dans lesquels, la banya russe, dans lequel on va à poil ou quasiment, parce que là, peut-être qu'on retrouve, pendant quelques quarts d'heure, le sentiment que le froid a disparu, qui était le sentiment que pouvait éprouver le fœtus in utero. Bon, j'en sais rien, hein, mais voilà. Donc le froid, c'est tout ça à la fois. Mais ça a commencé comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je lise pour illustrer? Parce que alors là, comme il y en a 99, on a le choix.
Est-ce que tu veux que je dise quelque chose Eh ben, alors, dans tes variations, parce qu'il y a vraiment de... Il faut pas... celui-là, je l'ai un peu abordé. Oui. Eh bien, on va vous parler des aurores boréales qui ont un lien avec le froid. Ah bah oui, qui font rêver. Lorsqu'un ouvrier passe une lame sur une scie circulaire, le frottement métal sur métal produit une gerbe d'étincelles du plus bel effet. Lorsque le vent solaire vient frotter l'atmosphère terrestre très loin au-dessus des pôles, il se produit une incandescence à nul autre pareille, une effervescence de couleurs froides, un embrasement de photons dans l'éther infini, une danse de lumière formant des draperies au zénith de la nuit. Une bacchanale lente de forme ondulante, une mouvante irruption des fils d'Apollon au royaume de l'obscurité. Si quelque humain perdu dans les hautes latitudes lève le nez et contemple pareil spectacle, il ne peut qu'être saisi d'un sentiment éperdu mêlant l'admiration et la crainte. La tradition de plusieurs peuples du Grand Nord raconte que les aurores boréales s'accompagnent parfois d'un son particulier, comme un très long feulement dans le silence nocturne. Les scientifiques expliquent pourtant qu'un tel phénomène se forme à une altitude comprise entre 80 et 1000 km, là où aucun son ne peut se propager. Ces lumières du Nord sont considérées en Chine comme l'haleine de dragon volant dans le ciel. Pour les Lapons, ce sont les poussières soulevées par la queue d'un renard arctique en pleine course entre les constellations. Les Inuits y voient les âmes d'enfants morts-nés ou des torches allumées par les défunts pour permettre aux agonisants de trouver le chemin du paradis. Les scientifiques expliquent la différence des couleurs par la prédominance de tel ou tel atome et par leur hauteur dans l'ionosphère. Et pourquoi prennent-elles des formes aussi diverses ? Arcs, dunes, tentures, rideaux, bandes. Et pourquoi sont-elles toujours parcourues de longs frémissements ? Le spectacle nocturne se joue sur la voûte étoilée toute l'année, sauf si les nuages ou l'éclat de la lune empêchent d'en profiter. Le spectateur chaudement vêtu doit se tenir entre 65 et 75 degrés de latitude nord ou sud, idéalement dans une zone bien dégagée, guetter sur tous les horizons et faire preuve de patience. Le froid stellaire se fait peintre et magicien au-dessus de la nuit polaire. Même si je me méfie de l'enchanteur, j'admire l'enchantement. J'aurais pas écrit ce texte-là si je n'avais pas vu des aurores boréales en Islande et des aurores australes à Kerguelen. Et c'est un spectacle qui est absolument d'une beauté incroyable. Et le bruit, c'est incroyable aussi ce que tu dis. Oui, alors ça, le bruit, j'ai pas constaté. Mais ah bon, mais tu l'écris. Ça serait, c'est ce que constate, enfin voilà, oui. c'est la tradition inuite D'accord. qui disent que parfois on entend quelque chose, ce qui est scientifiquement impossible, mais je préfère croire les traditions inuites que les scientifiques. Je vais peut-être lire, moi, le texte qui est un peu... Voilà. Parce que comme c'est 99 textes, donc vous avez un texte sur le froid dans les films d'Hollywood. Il y a des commentaires de poèmes de Victor Hugo sur le froid. Il neigeait toujours, qui raconte la retraite de Russie. Le froid dans la peinture, le froid dans la Bible, même si Nicolas, ici présent, m'a fait remarquer que j'avais oublié un psaume, donc voilà, c'est avant. Mais donc il y a un passage de l'Apocalypse de Saint Jean qui évoque le froid. Voilà, j'ai essayé de regarder, je me suis interrogé sur certaines pratiques sociales liées au froid, comme le curling, ce sport totalement absurde où on balaye, une espèce de pétanque sur glace, où on balaye la glace pour créer un petit film d'eau sur lequel dérive le palais pour se mettre à la bonne position. C'est un truc à la fois absurde et totalement métaphysique. Les Jeux Olympiques en plus. Et qui est un sport olympique. Non moins étrange en termes de pratique sociale, les concours de sculpture sur glace. Alors Valoir, pas très loin d'ici en Savoie, mais il y en a plusieurs autres dans le monde, je vous donne la liste. Et c'est quoi la sculpture sur glace par rapport à la sculpture sur pierre ou sur bois ? C'est quelque chose d'éphémère. Et donc le sculpteur sur glace va passer 3 jours à sculpter quelque chose dont il sait qu'au bout d'un mois ou deux, lorsque ça commencera à se casser la figure, la mairie envoiera un bulldozer et balayera tout ça dans le caniveau. Donc ce côté éphémère de la création de la sculpture sur glace est quand même quelque chose d'étrange dans le rapport qu'on peut avoir avec le froid.
Mais je n'oublie pas le froid domestique, parce qu'il existe le froid que l'on apprécie. C'est le froid du frigo. Et donc je me suis longuement dit, il y a un texte assez long sur le frigoriste. Moi je m'interroge sur ce que c'est qu'un frigoriste. On se dit, c'est l'ouvrier qui vient régler, etc. Mais ça a une dimension métaphysique qui m'a impressionné. Donc évidemment, si je fais part de mes interrogations métaphysiques à l'artisan qui vient avec sa camionnette réparer un truc chez moi, il va me dire, vous foutez de ma gueule. Donc du coup, j'ai mis ces méditations. Voilà. Et c'est quoi la chaîne du froid ? C'est quoi la chaîne du froid ? C'est quelque chose de très étrange. Et je vous donne, alors j'explique, enfin, on sait ce que c'est la chaîne du froid pour les aliments dans la restauration, etc. Mais la dernière phrase du texte, c'est qui tient la chaîne et qui y est attaché. Parce que le froid, on croit le maîtriser, alors qu'on, c'est évidemment dans les pays occidentaux. Parce que dans le tiers-monde, les gens n'ont pas l'argent pour se payer un frigo, n'ont pas l'argent pour se payer l'électricité et n'ont pas de stock de nourriture. Donc la question ne se pose pas. Mais nous avons ce lien avec le froid. On croit qu'on le maîtrise parce qu'on a un frigo. Il est utile, par exemple aussi, alors là c'est très, très ponctuel, je regarde dans la santé, rares sont les... Il y a quelques techniques qui font appel au grand froid, mais elles sont minoritaires. Dans la santé, d'habitude, c'est chaud. Le premier truc qu'on fait, on met des couvertures pour protéger le malade. Et dans les hôpitaux, il fait 25 degrés, quoi. Parce que le froid est un ennemi du malade. Le froid, ça peut être le cornet de glace. Il fait chaud. Voilà, on se promène dans la rue et on prend un cornet de glace vanille-fraise. Et pourquoi est-ce qu'on a ce besoin ? Le cornet de glace ne va pas descendre la température corporelle, ça n'a pas cette puissance-là. Mais on a besoin d'avoir, on a envie d'avoir cette petite piqûre de rappel de froid qui ne dure pas, qui est un jeu avec un danger. Le froid est objectivement dangereux, mais quand on prend un cornet de glace, on risque rien. Et donc voilà, ça m'a amusé. Tiens, moi je vais en lire un autre, c'est pas le cornet de glace, mais il me fait rire celui-là. Oh, bien sûr. Il faut dire le titre, sinon ça Ah oui, ça mais fonctionne pas. justement, je trouvais que c'était drôle. Non D'accord, hein? c'est toi qui décides. Non, comme tu veux. Non, sans le titre. Non, c'est toi le chef, c'est ton livre. Alors, je vais te dire le titre. Grèce. Oh, bien sûr, pendant l'été, les grillades, les tomates au basilic relevées d'un trait d'huile d'olive, les salades composées rivalisant d'imagination, les poissons même crus en ceviche, les fraises, abricots et pêches mènent le bal. Au tournant de l'automne revient le règne des soupes. Mais quand le froid s'installe, triomphent les pot-au-feu, les cassoulets, les potées, les aligots, les choucroutes, les fondus, ainsi que les gratins de courges, de pommes de terre ou de cardon, dégoulinant de crème fraîche et pour finir, les roboratifs 4 quarts et les beignets aux pommes. Même ceux qui ne parlent pas pêcher au large avant l'aube, qui ne passent pas leur journée à bûchonnerer, à déblayer la neige ou à conduire des engins de chantier, ressentent le besoin d'augmenter leur apport en calories et surtout en matière grasse. Rien de tel que le gras pour lutter contre le froid. L'alimentation des Inuits qui s'y connaissent se compose essentiellement de viande de phoque, cuite ou crue, qui laisse des traînées huileuses sur le menton. N'écoutez pas les médecins, n'obéissez pas aux injonctions des magazines, admirez bien les bébés potelés, ricanez devant les publicités qui vantent des corps squelettiques. Souvenez-vous que dans les récits de survie après un naufrage ou une catastrophe, les maigres meurent les premiers. L'homme n'a pas tant d'alliés contre le froid qu'il puisse se permettre de faire la fine bouche. Non, mais c'est sympa d'être à contre-courant comme ça fait plaisir. Bon, je ne sais pas si je suis à contre-courant, mais voilà, c'est une vérité. Voilà. Alors, dans un genre différent, celui-là, je vais le dire moi parce que c'est vraiment un exercice impossible, ou alors même pour un comédien de la comédie française, vu le vocabulaire. Alors, vous verrez au milieu, il y a une liste d'animaux, je vous montre, qui est légèrement décalée parce qu'on alterne zone polaire nord et zone polaire sud. Donc c'est 1 sur 2, et donc c'est un... Voilà, mais peu importe. Oiseleur. Je murmure pour moi-même des noms d'oiseaux du Grand Nord ou du Grand Sud. Non pas leur double nom scientifique en latin, mais leur nom français. Extravagant, chamarré, porteur de voyages lointains. Les ai-je vus ou seulement imaginés ? Qu'importe. Ils passent devant mes yeux fermés en un cortège silencieux. Jaseur boréal, pétrel des Kerguelen. Gravelot à collier interrompu, albatros fuligineux. Bécasso à poitrine cendrée, synalax subantarctique.
Bruant des neiges, damier du Cap. Plectrophane lapon, océanite néréide. Plongeon arctique, sterne couronné. Tourne-pierre noire. Je me fais leur oiseleur. Je les réunis dans une volière imaginaire. Et lorsque j'interromps ma mélopée, dans un grand tourbillon de plumes noires, grises et blanches, tous reprennent leur envol. Voilà comment parler des oiseaux qui vivent en zone froide. Il y en a même un qui, la sterne arctique, qui passe l'été dans les zones du pôle Nord, qui traverse toute la planète et qui passe l'hiver, donc l'été, dans les zones aux alentours du pôle Sud. Donc elle fait 2 étés par an et avec à chaque fois 15 ou 20 000 kilomètres à parcourir. Et, tu veux que je dise ça, l'hypothermie? Ça va plomber l'ambiance. Ah bon? Je vais peut-être le résumer. Non, pour dire qu'il y a un peu de tout, quoi. Dans les utilités du froid... Ah oui, pardon, je croyais que c'était cryogénisation. Non, hypothermie. Ouais, mais ça a plombé l'ambiance quand même. Oh non, on a l'habitude ici. Oui, mais justement, on va rien leur apprendre. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Tu veux gueux? Ouais. Qui est la cryogénisation. Ouais. Ce truc de malade, d'Américains, où, enfin pas que, mais il y a eu une tentative en France, où les gens se font congeler en disant dans 50, 100, 150 ans, on va me décongeler, comme la médecine aura fait des progrès, je vais ressusciter. Et donc ça c'est le froid qui conserve. C'est le froid qui conserve, mais soit vous faites cryogéniser avant votre mort, à ce moment-là c'est un assassinat, soit vous faites après votre mort, et dès que la mort est survenue, il y a des processus que je connais pas bien, enfin qui font que les caractéristiques biologiques... non, mais que le corps se dégrade. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, mais aux États-Unis, il y a des sociétés qui proposent ça. Et là où le gag est quand même sublime, c'est qu'il y a une de ces sociétés qui a fait faillite, donc il y avait en stock toute une série de corps, ils sont obligés... oui, il n'y a plus de courant, donc décongélation, et on les a fait cuire. Bref... Et puis, de toute façon, on les a pas fait cuire, on les a incinérés. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Et voilà, c'est pas... C'est très étrange comme idée de dire on va arrêter le temps, parce que bien entendu, il y a tous les paradoxes du voyage dans le temps qui se réveillent, quoi. Ils vont se réveiller 150 ans après, est-ce qu'ils auront une identité, est-ce qu'ils vont pas tomber amoureux de leur arrière-petite-fille, est-ce qu'ils auront un patrimoine, enfin bon, tout ça va se jouer. Donc là, c'est un texte un petit peu sérieux, et donc je vais vous lire juste la conclusion, parce que ça vous mettra... on ne joue pas, donc je parle des paradoxes du voyage dans le temps. On ne joue pas impunément avec pareil concept. L'homme n'est pas fait pour s'inventer une forme d'hibernation, même avec le concours grimaçant d'une science sans conscience. Certes, mais cette proposition paraît, au moins pour ceux qui ont les moyens de payer, une voie vers l'éternité. Malgré les réserves logiques, éthiques, technologiques, sociales qu'elle suscite, comme j'aimerais croire à cette promesse faustienne, mais si fausse apparaît, le diable rôde non loin. La cryogénisation, c'est Méphistophélès ayant noué une alliance tactique avec le froid. Le chrétien vit et meurt dans l'espérance de la résurrection. Ce process à très basse température en propose une caricature laïque, une résurrection sans espérance. À tout prendre, je préfère courir le risque des flammes de l'enfer. Voilà pourquoi je ne me ferai pas cryogéniser. Faites ce que vous voulez de mon corps après ma disparition, mais pas de cryogénisation. De toute façon, il faut avoir de l'argent. En plus, voilà. Et le froid et les philosophes. Alors, tu voulais nous lire Goethe? Non, tu as changé d'avis? Oui, moi je change très rapidement. Je vais chercher Goethe et je vais vous lire Goethe après. Mais je peux le dire, hein, si tu veux. Non, mais comme ça alterne. Enfin, comme tu veux. Philosophe. La philosophie est née au soleil. Pour les Grecs, le froid n'est qu'un accident au sens aristotélicien, du terme, une caractéristique secondaire qui n'altère pas l'essence de l'être. Il doit être écarté de la réflexion, comme un voile qui dissimulerait une statue afin de parvenir à la vérité. Du coup, rien chez Sénèque, rien chez Marc Aurèle.
Arrive la Renaissance et la modernité. Pourtant, rien chez Descartes, pas une ligne chez Spinoza. Montesquieu fonde sa théorie des climats, mais son questionnement est politique et ethnologique, non philosophique. En désespoir de cause, je me trouve vers le nord. Je me tourne. Ah ben c'est marqué je me trouve. Hein. Oh. Ah, ok, j'ai pas vu. Une coquille, c'est je me tourne. Une coquille. En désespoir de cause, je me tourne vers le nord de l'Europe, l'Écossais Humet, Kant, qui n'a jamais quitté le port de Königsberg sur la Baltique, Hegel, professeur à Heidelberg puis à Berlin, le Danois Kierkegaard, toujours rien. Lorsque Nietzsche, né à Saxe, écrit « L'état est le plus froid des monstres froids », il ment froidement. À l'évidence, il ne s'intéresse pas à la température. Lorsque celle-ci baisse, l'activité du cerveau ralentit. Quand il fait froid, le philosophe s'emmitoufle dans sa peluche, rajuste son bonnet, s'assoit au coin du feu et somnole. J'ai fait vérifier par un professeur de philosophie que je dis pas de bêtises sur C'est vrai ce genre. Ah oui, oui, oui. Mais moi j'ai l'impression que quand il fait trop chaud, on ne peut pas philosopher non plus parce qu'on est complètement endormi, quoi. Ah oui, on philosophe. Donc en fait, il faut une température ambiante. Moyenne, absolument. Moyenne. Alors moi je vais vous lire le texte qui s'appelle Gueux. Froid de canard, froid de loup, froid comme la pierre, comme la glace, comme la mort, et surtout froid de gueux. De tout temps, le riche a combattu le froid avec ce qu'il fallait de chauffage et de fourrure. Le pauvre, lui, soupirait, grelottait et se débrouillait comme il pouvait. La température n'est pas qu'un élément extérieur, neutre et objectif, comme le prétendent des scientifiques. Nous ne sommes pas égaux lorsqu'elle descend. L'inconfort thermique est aussi un marqueur social, un enjeu social. Une promenade en hiver dans les rues de n'importe quelle grande ville le démontre vite. Et pour un sans-abri dont la détresse nous touche, combien de familles rognent sur le chauffage, voire le coupent, faute d'argent? Combien d'enfants font leurs devoirs avec bonnet et manteau? Comme aurait pu le dire Karl Marx, prolétaires de tous les pays, réchauffez-vous. Le froid n'aime pas les gueux. Et puis en vis-à-vis, il y a un des textes les plus courts, du coup je vais vous le lire aussi, qui s'appelle Haïku, avec voilà. Tentative mélancolique et vaine de description de mon jardin sous la neige. Et donc c'est un haïku en français avec les contraintes de ce genre japonais. Saisie par le gel, une rose fanée penche, deuil des amours mortes. Il y a du boulot, ça a l'air de rien dit comme ça, mais pour compter sur ses doigts, il y a énormément de contraintes pour écrire un haïku, c'est très fatigant. Mais toi, le froid t'inspire en tout cas. Le froid m'inspire, et puis je veux dire, plus on réfléchit sur le froid, plus une idée en suscite une autre, etc. Pendant que j'étais en train de terminer ce livre, je suis allé au Muséum de Nantes, enfin je suis allé à Nantes, il y avait un festival qui se tenait au Muséum de Nantes, et j'attrape le conservateur et je dis, est-ce que des objets qui sont en lien avec le froid? Alors il m'amène d'abord dans la section des animaux empaillés, donc il y avait un ours blanc, un lapin arctique, etc. Je dis oui, ça, bon, d'accord. Il me dit, ah mais attendez, on est dans les réserves, et là dans les réserves, il me montre une tenue inuite complète, ramenée en 1836, quelque chose comme ça. Et je reste en arrêt devant donc un anorak, une jupe, des gants. Après, il n'y a plus qu'à se mettre dans le kayak et à pagayer. Et donc, cette tenue, depuis presque 2 siècles, elle dort, en plus elle n'est pas exposée, elle dort dans les réserves du musée de Nantes. Et là, je suis parti pour expliquer que... Donc, on sait d'où elle vient, parce que le musée a des fiches bien faites, donc ça vient d'un village qui s'appelle maintenant Paamute. Et bien entendu, les gens de Paamute n'ont aucune idée du fait qu'en 1836, un marin français a acheté à leur arrière-grand-mère une tenue etc., qui a survécu. Probablement, eux, à Paamute, ils n'ont aucun élément de vêture traditionnelle. En tout cas, ils ne sont pas aussi anciens. Et donc, j'en conclus, pour faire simple, que Paamute, donc c'est un port sur l'Atlantique, Nantes, c'est un autre port sur l'Atlantique, et donc Nantes est une banlieue de Paamute. Voilà, donc les idées s'enchaînent comme ça les unes aux autres, et on se retrouve vite avec une centaine de textes qui montrent que le froid, c'est pas qu'un phénomène météorologique, c'est aussi un phénomène social et sociétal qu'on peut essayer de prendre en compte et culturel, qu'on peut essayer de prendre en compte dans toutes ces dimensions.
j'aurais probablement pu arriver à 200 textes, quoi, hein, mais bon, je pense qu'au bout de 99, on a un peu fait le tour, ou en tout cas, on finirait par lasser la patience du lecteur. Le but, c'est pas l'exhaustivité, le but, c'est voilà, c'est de se demander comment tout ça fonctionne. J'ai discuté avec un ami historien de l'art, en lui disant, c'est pour toi le froid dans la peinture, alors il me balance tout plein de tableaux, et je me suis rendu compte d'un truc que lui, historien de l'art, n'avait jamais vu. Il y a notamment plein de tableaux hollandais du XVIe siècle où on voit des paysans en train de patiner sur des étangs gelés, etc. Tout ça est très sympathique, mais c'est un froid qui est assez joyeux. Et en fait, ça vibre pas, quoi. Et il faut attendre le XIXe siècle pour que le froid soit représenté dans la peinture comme quelque chose de violent, avec une espèce de vibration, d'intensité. Il y a notamment un peintre qui a fait un voyage au Groenland et donc qui a ramené les tableaux du Groenland qui sont absolument extraordinaires. Alors, c'est des tableaux romantiques très très exagérés avec des icebergs qui ont des formes impossibles, des phoques, etc. Mais on sent que ce type a eu froid et qu'il a fait ses croquis à l'avant du bateau avec ses gants et qu'ensuite il a essayé de retrouver les couleurs, la lumière, etc. La lumière de ces zones polaires. Et puis bien sûr après on arrive sur la photographie de montagne, ici à Chamonix vous connaissez ça par cœur, où là aussi le regard sur le froid est différent, notamment parce que souvent dans la photographie de montagne, ce qui n'est pas le cas de la peinture en zone froide, que ce soit la Hollande en hiver ou le Groenland, souvent la photographie de montagne, il n'y a pas de personnages humains, ou s'il y en a, c'est des tout petits schtroumpfs au milieu d'un immense paysage pour montrer, le caractère difficilement accessible des zones de haute montagne. Et ça, c'est une caractéristique qui arrive avec la photographie de mettre l'humain soit absent, soit un petit Playmobil au milieu d'un immense paysage. Donc le froid c'est culturel, c'est pas que biologique, quoi. Moi ça m'a beaucoup appris de faire cette recherche et de me laisser, enfin recherche c'est pas le mot parce que recherche ça suggère une démarche scientifique, de me laisser aller d'une idée à une autre. Et je me rappelle très bien, le matin je me réveillais, bon, le froid c'est que sur quoi je vais écrire aujourd'hui, j'avais pas la queue d'une idée, et puis boum, il y a les qui arrivent, j'ouvre mon frigo. Ah bah oui, le frigo. Et j'ai des choses à dire sur le frigo, c'est pas naturel. Le froid, on le chasse de la maison, on calfeutre, on chauffe, et en même temps, on met un endroit où le froid est présent dans la maison. Et est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une petite angoisse de la disparition du froid ? Alors, c'est pas le sujet du livre. Non, mais il y a un ou deux textes qui évoquent le fait que le froid pourrait ne plus être celui qu'on connaît. Mais là, moi, j'ai pas de discours à prononcer. Je suis pas scientifique, je suis pas militant, je suis pas truc, je suis pas machin. Mais effectivement, cette interrogation se retrouve dans deux ou trois textes parce que voilà, on est en 2022, même 23, soyons fous. Oui. On est en 2023 et donc on peut pas passer à côté de cela. Mais j'ai essayé de traiter ce sujet à ma façon, c'est-à-dire pas solennel, pas militant, avec un regard un peu de côté, en essayant d'approfondir le débat. Enfin, de prendre... Notamment, je pensais à ce texte-là que tu fais allusion, on dit en permanence, soir et matin dans les médias, et dans tous les discours convenus, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Ok sur l'objectif. Mais si vous réfléchissez, si vous discutez avec des gens qui sont des spécialistes de la communication, ils vous expliqueront que lutter contre, c'est beaucoup moins mobilisateur que lutter pour. Et donc moi, du coup, j'invente la Ligue pour le froid, qui fait des manifs à sa façon, donc occupation du métro glaciaire, jet de glaçons sur les personnalités, etc., etc. Et donc cette Ligue du froid dont je pourrais être le président, ouais. Du coup, voilà, on termine avec le prix Nobel, tout en ne dédaignant pas d'avoir le président de la Ligue du Froid ne dédaigne pas, lorsqu'il y a des jolies militantes, qu'elles viennent le réchauffer dans son lit. Mais ça, je m'inspire de quelques associations assez connues où ça fonctionne, en matière d'environnement, où il y a une espèce de gourous comme ça qui vivent sur la bête. Je pourrais donner les noms après si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions à propos du froid ou des questions à poser plus particulièrement à François ? Carl. Moi, je veux bien. Oui. Quelle est la couleur du froid ?
Ah, ben il y a un texte qui s'appelle Couleur. Eh ben, je vais répondre en... Je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Hein, donc... Je vais le dire. Oh, je vais le lire. Il suffit de chercher dans la table des notes. C'est pas ordre alphabétique, du coup je suis brouillé avec l'ordre alphabétique. Couleur, ça y est, j'y suis. C'est l'un des tout premiers textes que j'ai écrits. Alors, j'aurais pu... Enfin, ça n'a aucun intérêt d'ailleurs. Mais c'est une chose qui m'a frappé, c'est le froid, ça a quelle couleur? Ne soufflez pas. Le texte s'appelle Couleur au pluriel. Le froid est blanc. Blanc comme l'évidence de la neige. Blanc comme cette substance impalpable qui inlassablement choit d'on ne sait où pour recouvrir les plaines et les mers. Le froid a la couleur de l'acier, comme une infinité de pointes douloureuses qui, avec méthode, percent la peau et fouillent et brûlent et que rien ne parvient à arrêter. Le froid est gris, gris comme la vague renouvelée de l'océan qui porte le navire, mais sera fatal aux marins qui y tombent, comme ces nuages venus du nord qui amènent sur l'Europe des températures arctiques, comme ces plumes de tant d'espèces d'oiseaux des zones polaires, qui parfois s'envolent tous ensemble et écrivent leur migration à contre-jour sur le ciel. Le froid a la couleur de la rose et de la violette, comme ces grands ciels clairs au crépuscule d'hiver, où l'œil attentif devine l'annonce d'une chute brutale des températures. Le froid est bleu, bleu comme l'intérieur du glacier, cathédrale qui parfois s'ouvre aux curieux et laisse voir ses chapelles ornées de cailloux pris dans une gangue indigo. Bleuâtre, comme la peau dont le sang s'est retiré, ou d'un bleu roi naïf, comme ce symbole qui, sur un duo de robinets, permet de le distinguer du chaud. Le froid a la couleur du lichen agrippé à la pierre. Ils ont en commun la patience et la dureté. Le froid est rouge, rouge comme le sang répandu dans la toundra par une meute de loups affamés au retard du printemps. Le froid a la couleur de l'ivoire, comme juste au-dessus des têtes ce toit terne et pesant, sans nuages et sans force, que rien ne vient réchauffer et qui miroite avec la banquise. Ivoire, comme une vertèbre de baleine sculptée par le vent sur une plage, ou comme une dent torsadée de narval. Le froid est noir, noir anthracite, comme une nuit sans étoiles, où rien n'indique que le soleil pourrait décider de revenir, ou comme la profondeur même de l'univers. Le froid est transparent, transparent comme un habile assassin. Le froid n'a pas d'odeur. Qu'est-ce que t'en penses, toi le peintre? Soulage disait que sa peinture était froide. Ah oui. Ouais. Mais quand on parle des couleurs froides... Oui. Le premier, c'est quand même... vous n'avez pas cité le nom de Courbet tout à l'heure. Non, dans les peintres, non. Je parle d'un tableau de Manet. Manet, oui. Lapis. Oui, enfin après, on peut en mettre tant qu'on en veut. Hein, Si mais... c'est une arrière personnelle. Mais cette époque, elle était complètement prise par le froid. On voulait mettre le froid. On parle de peinture froide. Et puis c'est la peinture sur le motif, par opposition à la peinture d'atelier qu'on pratiquait avant, qui fait que là, tout d'un coup, ça se met à vibrer, quoi. Ouais. Donc le froid n'a pas une couleur, il en a autant qu'on en veut. Mais il n'a pas d'odeur, c'est ce que tu finis par ça. Et ce qui est intéressant, alors, on a parlé du froid, parce que c'est le sujet du livre, et ce livre, en fait, il est un peu à double entrée. C'est-à-dire, on peut et on doit le lire de deux manières à la fois. C'est à la fois un livre où vous allez apprendre, parcourir, voir plein de choses sur le froid, mais c'est aussi un espèce, je dirais pas de jeu, parce que le terme jeu peut être mal compris, une espèce de défi littéraire, de changer de forme à chaque texte, de trouver pour chaque texte une manière une chute, une ambiance, un mode narratif. Je vous ai vu parfois sourire, parfois être étonné, voilà. Jouer avec ça en permanence, c'est compliqué parce que quand vous mettez 99 textes par ordre alphabétique, les textes, ce qui fait qu'un texte est voisin d'un autre, c'est le hasard de l'alphabet. Ouais. Et malgré tout, il faut que ça rebondisse en permanence. Et moi, ça m'a aussi beaucoup intéressé, cette fois-ci, simplement en termes purement littéraires, et quel que soit le sujet, de varier les longueurs, les formes, les approches, les ambiances. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une écriture froide ?
Si on dit écriture froide, j'entends que je ne vais pas aimer. Il y a une certaine littérature contemporaine qui délibérément refuse tout effet, avec un vocabulaire assez pauvre et des phrases courtes. Je peux citer des noms, mais je ne le ferai pas. Mais voilà, où on est dans où l'auteur se méfie en quelque sorte de la langue, et donc il veut tenir la bride très très serrée, et donc c'est des petites phrases courtes, les unes après les autres, et quel dommage de se priver des richesses de la syntaxe, de la littérature, de la grammaire, du vocabulaire, enfin de tout ce qu'on peut faire, tous les jeux qu'on peut faire avec les mots, tout ce qu'on peut construire. Pourquoi se limiter, si on était sur un piano, à jouer sur 2 octaves et les touches blanches, alors qu'on a 7 octaves blanches et noires, quoi. Moi, j'essaye de jouer sur... Donc c'est un livre chaud sur le froid. Hein? C'est un livre... enfin, c'est en tout cas pas un livre de... C'est pas un livre de sachant. Moi, non, mais c'est une variation, rien. C'est une variation, voilà, c'est une symphonie. Alors pour rester dans le musical, effectivement, c'est 99 variations sur le froid. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est bénéfique aussi, le froid. Bien sûr, il y a des effets bénéfiques du froid. Oui, il l'aime pas, mais il reconnaît qu'il y a des effets bénéfiques du froid. Mais globalement, il reste un adversaire. Hein. Puisque j'aurais pu, ça c'est pas dans le livre, mais... Pour l'homme, tu penses, ouais. L'homme, il est né, si j'en crois les paléo-anthropologues, l'homme, il est né quelque part du côté de l'Éthiopie, où il vivait à poil, très heureux dans la forêt, quoi, ou dans la savane. Et donc, quand on a eu l'étrange idée de vouloir conquérir la planète, on est arrivé sur des zones comme ici, où franchement, personne ne circule à poil, quoi, même en été. Enfin, donc voilà, le froid, c'est pas... On se défend, je veux dire, en permanence, quoi. Les animaux font des tanières, les hommes font des maisons... On est en même temps, c'est une période où la nature se repose, c'est important le froid. Bien sûr, bien sûr. Il y a un texte où j'imagine la planète où le froid aurait disparu, et donc si le froid disparaît, plus de ski, plus de vin, parce que la vigne a vraiment besoin du repos hivernal. Enfin, c'est bon, si c'est pour avoir tout le temps le climat de la Polynésie ou de l'Inde du Sud, j'adore l'Inde du Sud et en particulier la Polynésie, mais enfin bon, c'est moins varié, c'est plus fatigant. C'est plus fatigant. Pour avoir habité en Nouvelle-Calédonie, l'absence d'hiver fait qu'on est tout le temps sur le feu. tout le temps exposé au chaud et le corps finit par fatiguer, quoi. Le fait, l'alternance des saisons, ça fait du bien à la santé, ça c'est sûr. Le froid est vivifiant, ça c'est vrai. Le froid est vivifiant, bien sûr, parce que tu l'affrontes bien habillé. Et il conserve. Et il conserve. Et est-ce qu'il y a de la joie aussi dans le froid, dans ton livre, est-ce qu'il y a de la joie? Parce que il y a un côté enfantin et bien sûr. C'est joyeux, l'arrivée de l'hiver, la neige. Ah ouais, les premières neiges, ouais. Il y a un texte où je suis au lac Jovet, donc pour vous, pas besoin de présenter le lac Jovet. Et je raconte une balade au lac Jovet, et en fin d'automne, c'est ma balade de fin d'automne, et où tout d'un coup, les nuages crèvent, je me prends une monstre pétée de neige, et je suis à 2002, et voilà. Oui, non, ça c'est le bonheur, c'est sûr. C'est sûr. Et j'avais une question, est-ce qu'il y a des cultures où l'enfer est représenté par le froid plutôt que par les flammes? Non, enfin pas à ma connaissance. Parce que le froid, on peut s'en protéger, la chaleur, on s'en protège plus difficilement que du froid. Et il y a une autre différence, c'est que le froid, un plancher absolu, c'est moins 273, je sais pas combien. On ne peut pas descendre, parce que là, tous les atomes s'arrêtent de bouger, et l'univers ne bouge plus, et c'est la fin du monde, enfin c'est la fin de l'univers. Alors que le chaud n'a pas de limite, théorique en tout cas. Mais pour les civilisations que je connais, c'est plutôt, ou les religions que je connais, c'est plutôt, effectivement, l'enfer, il est plutôt chaud. Plutôt chaud. Mais en même temps, tous les livres saints, enfin je veux dire la Bible et le Coran, ils ont été écrits dans des pays chauds. Du coup, le rapport, enfin c'est quoi le froid? Le froid, c'est quand il fait un peu moins chaud, vu par un grec ou par un arabe du désert. Alors même si les nuits du désert peuvent être très froides, quoi, mais bon, c'est pas la même chose que vu par un Norvégien, quoi. Et donc du coup, le rapport au froid ou au chaud dans les livres saints doit prendre en compte l'endroit où ils ont été écrits. Oui, par contre, je connais pas les écritures bouddhiques, voilà, ça je sais pas.
puisqu'eux, ils avaient l'Himalaya, donc ils avaient voilà, le mont Kailash, il y a des représentations de zones froides qui sont importantes dans ces cultures-là. Mais là, je ne suis pas assez savant pour répondre, parce que là, pour le coup, s'il fallait être sachant sur tous les sujets que je brasse, une vie entière n'y suffirait pas, quoi. Puisque j'aborde à peu près tous les... Enfin, 99 manières de parler du froid, il y en aurait bien d'autres. Mais je crois que la dimension religieuse, elle importe quand même. Hein, indépendamment d'une vision théologique personnelle, mais au moins dans une vision culturelle, les représentations qu'on a du chaud et du froid, elles comptent. Et pour rester dans la religion chrétienne, qui est celle de nos racines, on vous parle en permanence, enfin on vous parle, les peintres, les représentations, etc. On voit des diablotins qui mettent les gens dans des fourneaux, qui les piquent avec des trucs, des outils chauffés au fer rouge, etc. Donc l'enfer, c'est très chaud. Ce qu'on croit en savoir, si on écoute la tradition, c'est que c'est super chaud. Et il n'y a pas d'enfer froid. Enfin, je vois pas. Il n'y a pas la symétrie. Il n'y a pas l'idée aussi que dans l'enfer ou dans le chaud, il y a une dissolution du corps, de tout, alors que dans le froid, tout reste là, quoi. Peut-être, effectivement. Mais non, parce que dans l'enfer, c'est pas la dissolution, justement. On bout dans son chaudron pour l'éternité. Enfin, donc, bref. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quand même. Non, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, tu vas cuire dans ton chaudron. Enfin, pardon, j'en sais rien. Non, moi non. Tu vas cuire dans ton chaudron ô pécheresse. Dis donc. Voilà, non, mais... Donc, c'est une des dimensions qu'il faut prendre en compte, mais il y en a vraiment énormément, parce qu'évidemment, quand on dit conservation, ce qui est formidable dans le froid, c'est que ça ralentit les processus de dégradation. Donc déjà, on mettait dans un cellier une pièce la plus froide possible de la ferme, et là on garde encore, voilà. Et puis quand t'arrives au 19e siècle, plutôt début 20e, le frigo, puis le congélateur, là du coup le rapport au froid et aux aliments change complètement, puisque on peut garder les aliments beaucoup plus longtemps, et donc du coup faire la soudure entre les récoltes de l'année suivante. Enfin, ça a complètement changé notre rapport au froid. On n'imagine plus un appartement où il n'y a pas un frigo, enfin un logement où il n'y a pas un frigo. En Occident, oui. En Occident, bien sûr, en Occident. Mais voilà. Et donc du coup, le frigo, c'est de l'électricité. Enfin, c'est tout un réseau qui est derrière pour que le froid soit exclu de la maison, mais qu'il ait quand même son sanctuaire à l'intérieur. Enfin, c'est quelque chose d'assez rigolo. Une autre question ? Non ? Bon, écoute, on va pas jeter de froid entre nous. Il y a un texte qui s'appelle Eros, sur le chaud et le froid dans la relation amoureuse. Bien entendu, toutes les métaphores sexuelles sont chaudes. Et le froid, c'est l'absence de désir, la rupture. Enfin, vraiment, quand on pense au sujet, qu'on tire autant de ficelles, c'est incroyable. Je n'imaginais pas quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout vers où j'allais, d'ailleurs, j'ai que des textes. Mais quelle idée t'as pris ? Pardon ? Les écrits ont été faits sur 18 mois. En fait, c'était plus une envie d'écrire, de faire une variation littéraire. C'était les deux, parce que je me suis rendu compte, notamment en écrivant celui-là, que le froid était difficile à saisir en littérature. Et donc j'ai voulu creuser cet aspect-là. Eh bien, merci beaucoup pour merci de votre cette écoute. belle conférence. Merci de votre écoute. Et puis François reste disponible pour signer quelques livres, dédicacer vos livres. Sachant que vous ne le trouverez qu'en librairie qu'à partir de jeudi. Oui, enfin, sauf ce soir. On vous l'accorde ce soir. Y a... Et puis si jamais vous êtes là la semaine prochaine, on aura...